Bien, merci beaucoup, Édouard, pour pouvoir parler au séminaire. Donc, je vais vous parler de Piaget à l'ère numérique, redécouvrir la notion d'intelligence avec l'édition informatisée de ses œuvres. Comme introduction, voilà, je vais montrer un peu les objectifs. La question, je vais devoir un peu lire parce que c'est une histoire un peu complexe et on va devoir jongler avec des graphiques. La question de l'intelligence est donc au cœur même de l'œuvre de Piaget et de son œuvre psychologique et épistémologique. Et de nombreux auteurs ont ont réduit même sa théorie à une théorie de l'intelligence ou à l'étude du développement de l'intelligence. Et la question centrale de cette conférence va être de se pencher sur les définitions de l'intelligence chez Piaget et de voir dans quelle mesure cette définition peut éclairer les discussions actuelles sur l'intelligence artificielle. Plus précisément, dans cette conférence, à plusieurs voix, on se propose deux objectifs. Le premier, c'est de savoir si la notion d'intelligence chez Piaget elle est compatible avec celle de l'intelligence artificielle, ce qui suppose une vaste exploration du concept. Et pour le faire, on va devoir, et on va apprendre aussi à naviguer dans l'œuvre, une espèce de manière didactique, on va essayer de l'être, grâce aux ressources développées par l'équipe du projet ENOP, c'est-à-dire édition numérique des œuvres de Piaget, qui est donc l'équipe auteur de cette conférence. ENOP vise à publier numériquement et pour la première fois dans l'histoire l'œuvre complète de Piaget, ainsi qu'à développer une série d'outils informatiques destinés à l'analyse textométrique de ce corpus. En d'autres termes, pour répondre à notre question relativement à la notion d'intelligence chez Piaget, on va présenter les outils de ce projet qu'on nomme le laboratoire Piaget et qui sera bientôt mis en accès libre et que vous pourrez consulter en version bêta sur le lien qui se trouve ici. En première approche, qu'est-ce que signifie l'intelligence au point de vue de Piaget ? Eh bien, ainsi qu'on l'a dit, la question de l'intelligence, elle est centrale, comme on peut le voir par le titre déjà de deux de ces ouvrages qui sont particulièrement connus, La naissance de l'intelligence, 1936, et La psychologie de l'intelligence de 1947. Ouvrages connus. Mais on voudrait avoir, pour commencer, une vision un tout petit peu plus exhaustive. Et là, il y a un code QR. Voici un premier outil qui est fourni par le laboratoire ENOP et qui permet d'identifier l'extension du terme intelligence dans les titres, ceci grâce à la bibliographie Piaget que nous avons mise sur Zotero. Le résultat fait apparaître environ une trentaine de titres que je commenterai plus loin et qui contiennent bien évidemment le terme intelligence. Tout cela doit être replacé dans son contexte historique, car déjà au XIXe siècle, il y a la question de l'intelligence, on n'a pas attendu le XXe siècle pour en parler, c'était considéré comme une faculté dans l'ancienne psychologie ou philosophie. Et au XIXe siècle, on a par exemple le naturaliste Viret qui écrit en 1822 une assez belle définition contrastée. L'intelligence connaît qu'elle ignore et l'instinct ignore qu'il connaît. On est donc il y a exactement 2 siècles. Au cours du XXe siècle, l'intelligence devient un sujet central de la psychologie qui a un impact sur le monde politique et social, notamment la possibilité de mesurer l'intelligence et différentes aptitudes permet de sélectionner les personnes adéquates pour chaque poste dans le monde de l'éducation, du travail, de l'entreprise et de l'armée en particulier. Cette vision qui peut être presque tayloriste n'est évidemment pas le projet piagétien d'étude de l'intelligence au point de vue qualitatif. Ce n'est donc pas par hasard que le titre « La naissance de l'intelligence », qui est un peu le titre phare de Piaget, est repris dans une interview du journal L'Express en 1968, montrant qu'à cette époque, la question de l'intelligence et à la Piaget devient un sujet porté sur la place publique et pas seulement un débat d'experts. Quelle est donc la pertinence d'interroger Piaget aujourd'hui sur ces questions ? Il est évident qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus. Il y a une quantité de recherches absolument partout. L'œuvre de Piaget, en revanche, elle offre une façon de penser l'intelligence, mais aussi la construction des outils intellectuels qui restent d'actualité.
Ceci se reflète dans l'usage qui est fait de Piaget dans le monde académique, et beaucoup de problèmes décrits par sa théorie sont développés par des centaines de chercheurs du monde entier et continuent d'être retravaillés, cités, problématisés, reformulés, etc. Pour illustrer ce panorama actuel, voici une analyse des citations de l'œuvre de Piaget, donc ça c'est pas notre instrument ENOP, mais dans le corpus total de l'immense projet Google Book, Google Scholar, qui montre la fréquence des citations de Piaget sur un siècle, de 1922 à 2022, dans les 3 langues occidentales les plus parlées, ainsi qu'en chinois. Et on constate que depuis la fin des années 60, depuis les années 60, il y a une explosion de l'intérêt pour l'œuvre de Piaget, qui s'est maintenue avec quelques variations jusqu'à nos jours. Et quant à la Chine, qui est la courbe en orange, eh bien, dont le take-off est très récent, il date des années 2010. Si la croissance de l'intérêt pour Piaget se maintient, l'actualité de la recherche en Occident pourrait peut-être s'en inspirer. On est par ailleurs en contact avec les laboratoires et les chercheurs de Shanghai qui ont également institué un centre Jean Piaget. Quels sont alors à présent les outils du laboratoire ENOP? Reprenons notre graphique Zotero. La question de l'intelligence débute chez Piaget par un compte-rendu de 1922. En 1922, il traite d'un livre qui porte sur la notion d'intelligence. On a mentionné les 2 ouvrages de 1936 et 1947. Mais cette liste nous montre, je ne vais pas entrer dans le détail, qu'il y a 6 ouvrages et une trentaine d'articles qui contiennent le terme dans le titre. Ces données permettent de montrer comment Piaget s'est approprié le thème de l'intelligence, à commencer par un article de 1927 qui porte exactement le même titre, La naissance de l'intelligence chez l'enfant. Ça, c'est 7 ou 8 ans avant la publication de son ouvrage. C'est là l'indice d'un intérêt renouvelé, montrant que Piaget s'est approprié la notion d'intelligence en la faisant remonter du texte vers le titre. Parce qu'au début, l'intelligence se trouve uniquement dans les textes, mais pas dans les titres. Ce qui lui attribue bien sûr une grande importance. Ce moment correspond aussi à un vaste programme de recherche dans lequel les premiers sujets des expériences et des observations sont ces 3 enfants. C'est le programme sur les bébés. Ces données de Zotero, qui sont arrangées chronologiquement, posent la question de savoir s'il y a des étapes dans l'élaboration de la notion d'intelligence. À partir des textes de 36 et 45, on peut poser 47, on peut poser l'hypothèse que ces 2 années 36 et 47 illustrent un usage plus important de la notion d'intelligence. C'est un autre outil du laboratoire, les chronologies, qui vont permettre de tester cette question. Auparavant, pour nous donner une idée de l'ampleur de l'œuvre, on va montrer juste une chronologie annuelle de l'ensemble du corpus, c'est-à-dire la quantité, la fréquence absolue des mots. Ce graphique montre une série de pics illustrant une production générale croissante disposée par vagues entre 1910, ces premiers travaux de biologie, à partir de 1920, c'est surtout de la psychologie, et de l'épistémologie à partir des années 50, une série de pics où on atteint dans les années 70, en 1972, un apex lorsque la production écrite de Piaget atteint 300 000 mots par année. Donc là, il faut y aller. Ça fait beaucoup de mots, surtout s'ils ont des significations. Ce même outil du labo permet de visualiser la courbe annuelle de fréquence relative de n'importe quel terme. On peut prendre n'importe quel terme, mais on peut en prendre une série de termes. Fred va nous le montrer par la suite. De n'importe quel terme présent dans l'œuvre. Et voici ce que cela donne avec intelligence. Fréquence, ici, c'est la fréquence relative, pas la fréquence absolue. Le graphique représente la distribution annuelle en fréquence relative du terme intelligence. Au point de vue backstage, il faut savoir que derrière cet outil, il y a tout un travail de fourmi et de transformation, d'édition numérique des textes de Piaget dans un format, le format TEI, Text Encoding Initiative, qui permet ensuite d'effectuer des statistiques selon un modèle déterministe sur les éléments textuels. Ce travail a été aussi effectué par l'équipe d'ENOP et il est encore en cours vu la masse des textes. On a sans doute pendant au moins une bonne année de travail pour achever l'édition des textes. On a donc 3 pics, 1936, les années 1945 à 1951 et la fin des années 60.
Qu'est-ce qu'il en est donc de ces étapes, de ces phases, de cette notion d'intelligence? On voit que l'hypothèse selon laquelle les moments importants auraient pu être les années 36 et 47, elle est partiellement vérifiée, notamment pour le pic de 1936 qui apparaît au premier rang. Mais il y a aussi les pics de 45, enfin la deuxième partie des années 40 et les années 66-68. Le pic de 36 confirme l'idée qu'il y a bien une concentration de la notion d'intelligence chez Piaget à ce moment, ce qui correspond d'ailleurs à, comme son titre de 36, la naissance de l'intelligence nous met devant une espèce de mise en abîme, parce que ce n'est pas seulement la naissance de l'intelligence chez l'enfant, c'est aussi la naissance de l'intelligence chez Piaget. Voyons à présent, j'ai oublié de... Voilà. L'intelligence en mots, et je me tourne vers Frédéric, qui est notre ingénieur informaticien, qui est à l'origine de tout le backstage informatique. Je vais faire une courte parenthèse dans le propos de Marc, qui va vous en apprendre sur Piaget, et moi je vais simplement vous montrer quels outils il a utilisés pour vous justifier de la scientificité de ce qu'il présente comme image. Et par ailleurs aussi, ça sera l'occasion pour vous d'aller explorer un peu ce site qui, contrairement à ce que disait Marc, est déjà en ligne, même s'il y a des modifications quasi tous les jours. Mais on n'ose pas encore, on voudrait être certain que ça suive derrière, que les machines arrivent à répondre à tout le monde. Le problème que nous avions, c'est que le nom du projet, numériser l'œuvre de Piaget, ça pourrait aboutir à 1,5 million de mots qui soient quelque part sur un serveur et qu'on peut télécharger, qu'on peut voir. Cette partie d'édition électronique de référence avec des URL stables n'est pas encore terminée. Ce que vous voyez là, c'est le laboratoire. Ce sont des algorithmes qui répondent aux questions qu'on se pose. Tout ce que vous allez voir là a été conçu collectivement entre moi au code et puis Ramiro, Marc et Nicolas et Joe, enfin des gens qui sont dans l'équipe, ont dit « Ah, bah, ça serait mieux si c'était comme ça, etc. » Donc c'est le résultat d'un travail collectif, même si tout le monde n'a pas mis les mains dans le code. C'est du logiciel libre. Alors, je vais commencer par effacer ça et simplement vous présenter l'énorme bibliographie quand on découpe texte par texte l'ensemble de l'œuvre, non seulement les articles, mais aussi les chapitres des livres que l'on considère comme des textes. Alors vous verrez que certains titres sont munis d'une petite icône. Ici, c'est un sablier. Ça veut dire que c'est un texte qui a été numérisé, mais qui n'a pas encore été relu. Donc il n'est pas considéré comme présentable dans une édition numérique. Par contre, il est tout à fait traitable et assimilable dans les machines. Un autre signe qui est plus regrettable et que nous ne pouvons pas régler tout seul, c'est un petit cadenas. Ce sont les éditeurs qui ne nous ont pas autorisé pour certains textes à les mettre publiquement, mais évidemment nous les avons, ils sont numérisés au même degré que les autres et des négociations sont en cours. Alors évidemment, pour ce qui concerne les sabliers, vous en avez un peu plus sur la fin, mais comme dit par Marc, les choses sont en voie de se terminer. Alors, on comprend que si nous voulions travailler sur l'intelligence dans Piaget dans la totalité du corpus, eh bien, on va prendre un moteur de recherche et puis on va regarder toutes les occurrences. Ça semble logique. Sauf qu'il y a quand même plus de 6000 occurrences, ce qui vous fait un vrai petit livre. Et est-ce qu'en ayant lu toutes les occurrences dans leur contexte, est-ce que l'humain est capable d'arriver à pondérer, à se donner une image générale de ce que signifie Piaget à chaque fois qu'il utilise le mot intelligence? Nous savons très bien que vous savez encore mieux que moi que nous avons des biais qui ne sont pas le meilleur, et nous n'avons pas le meilleur outil pour pondérer et essayer de voir le sens général des emplois de ce mot. Alors, il y a ici par-dessous un automate qui attrape autour du mot intelligence 3 mots avant, 3 mots après, et qui les met ensuite dans des grandes en mémoire pour essayer d'en dresser les statistiques. Le réseau que vous voyez ici est constitué de un mot pivot, intelligence, qui fait le nœud central, et des co-occurrents les plus fréquents autour
du mot intelligence. Et on voit qu'en effet, l'expression intelligence sensorimotrice est très importante dans le propos de Piaget. Ce n'est pas moi qui commenterai ça, je veux simplement vous expliquer comment une telle image est formée. On voit aussi que d'autres mots ont une importance, comme développement, dans les expressions de type développement de l'intelligence, ou intelligence pratique, ou intelligence de l'enfant, perception, etc. L'apport de cette visualisation que nous avons conçue tous ensemble, c'est non pas seulement de faire un tableau qui indiquerait que sensorimotrice est le co-occurrent non grammatical, le mot adjectif qui est le plus fréquent, et les mettre en ligne comme ça, c'est d'essayer de les ranger en tas. Et les relations qui sont effectuées ici le sont par la proximité qu'il y a entre intelligence et sensorimotrice, ça c'est l'automate de départ, mais aussi pratique, qui apparaît dans des contextes proches et qui fait qu'il y a comme ça un groupe lexical qui est dû au fait que ce sont des mots qui apparaissent ensemble dans un même contexte et probablement dans un même groupe de signification. Par contre, le mot perception, qui est aussi proche du mot intelligence, va être avec d'autres mots proches qui vont signifier, qui vont avoir d'autres significations. Alors, en gros, donc, nous avons d'un point de vue formel un réseau avec des nœuds et des relations. Juste un petit détail qui va faire que Marc va présenter des images qui seront fixes. En réalité, initialement, le réseau il se positionne... pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Alors, erreur de manip. En fait, initialement, le réseau est comme ça. L'ordinateur est tout à fait satisfait avec cette présentation-là, mais évidemment l'humain pas du tout. Et donc il y a un algorithme de type gravitationnel qui va mettre ensemble les mots qui sont proches. C'est ce qui explique qu'il y a un petit effet un petit peu dynamique de ces objets-là. Je vous en fais la démonstration pour que vous ne soyez pas surpris. Puis après, si vous voulez, pour faire toutes sortes d'ajustements. Je n'en dis pas plus. Je voulais simplement... dire que notre objectif avec ce genre d'instrument, c'est bien sûr certainement pas de remplacer la lecture proche et la connaissance que les gens peuvent avoir de l'œuvre, mais c'est d'essayer de révéler les forêts sous les arbres, les forêts derrière les arbres, donner à la lecture humaine cette espèce de vision quantitative totale qu'il se charge ensuite d'interpréter pour pondérer sa connaissance de l'œuvre. Voilà, je rends la parole. Merci beaucoup Fred pour cette explication technique. Je continue sur les contenus, donc sur l'évolution de la notion d'intelligence chez Piaget. Avec un constat qui est celui de la multiplicité des formes d'intelligence. Au cœur du problème se trouve la notion d'intelligence sensorimotrice dont on a vu les co-occurrences, la fréquence, elle se prolonge soit par des formes telles que la dimension d'action concrète de l'humain, comme d'une intelligence du corps, soit dans certaines oppositions. Par exemple, avec l'intelligence verbale, je vais développer ça. Pour en savoir plus, l'outil réseau fonctionne comme moteur de recherche et permet de repérer les termes et leurs occurrences dans des citations du concordancier. Et c'est évidemment là où on passe au niveau sémantique, parce que j'ai finalement appris qu'il n'y avait pas de niveau sémantique, c'est le chercheur qui doit ajouter de la signification à ces relations entre les termes. Et donc une citation du concordancier, vous voyez là on est à la citation 517, une citation du concordancier qui est tirée de Piaget, l'intelligence verbale ou réfléchie repose sur l'intelligence pratique ou sensorimotrice. J'ai exprès sorti cette citation parce qu'elle montre qu'il y a à la fois une opposition entre le pratique et verbal et des synonymes verbal ou réfléchi, pratique ou sensorimotrice. Donc là, on a différentes formes d'intelligence dans lesquelles on a des synonymes et également des oppositions. Une multiplicité donc de formes qui sont arrangées selon le développement. Qu'est-ce qu'il en est de cette intelligence en développement si on va aller chercher, parce que là on était en 1936 dans le fameux ouvrage de Piaget qui correspond au pic le plus important des chronologies, de la chronologie. Et qu'est-ce qu'il en est si on va aller chercher ce qui se passe un peu avant? Donc les premières idées sur l'intelligence. Qu'est-ce qu'il en est de la période qui précède?
c'est-à-dire avant le modèle de l'intelligence comme adaptation, ce qui est la définition que Piaget donne de l'intelligence, qui est celle que tout le monde connaît, y compris ChatGPT. Et avant que ça devienne le fondement théorique de la notion d'intelligence chez Piaget. Pour cela, le laboratoire permet aussi une recherche chronologique détaillée dans les réseaux de mots. En effet, l'expression intelligence verbale est une expression peu employée par Piaget. Alors, on peut voir ici qu'il y a une frise temporelle qui permet d'identifier la quantité de mots cités de manière proportionnelle, et ça permet d'ajouter des informations supplémentaires. C'était peut-être pas enregistré, mais je suis désolé. Et là, on a une coïncidence avec cette question d'intelligence verbale, une expression qui est lexicalisée, qu'on peut voir dans ce graphique. Verbal se trouve au-dessus du terme enfant. Et cela coïncide avec un programme de recherche que Piaget a développé qui porte sur justement les explications d'enfants. Le premier programme de recherche que Piaget constitue va être de demander aux enfants comment le monde fonctionne et s'arranger pour leur poser des questions qui sont extrêmement simples et qui restent surtout à ce niveau verbal. D'où probablement cette question de l'intelligence verbale où il s'agit donc de saisir la logique de l'enfant à travers le langage et son rapport de compréhension au monde. Piaget a d'ailleurs initié ses recherches en suivant une hypothèse qui est contraire à l'hypothèse qu'il a défendue par la suite, c'est-à-dire qu'il pensait que l'intelligence commençait avec le langage et il a dû se reprendre suite à ses résultats expérimentaux. On peut donc se demander si la notion d'intelligence verbale joue un rôle important à ce moment. Le laboratoire permet aussi de tester une hypothèse de ce type-là par le graphique suivant qui ajoute comme dimension des dates butoirs. Donc on a restreint la recherche sur le terme intelligence aux dates butoirs de 1920 à 1935. Et je continue. On sait que l'intelligence sensorimotrice, elle a une fréquence moindre. On voit ici que l'intelligence sensorimotrice, elle a une fréquence moindre que l'intelligence motrice qui se trouve juste sur la gauche, alors que l'intelligence sensorimotrice dans ce graphique se trouve tout en haut, et étant donné qu'elle est en tout petit, ça signifie que sa fréquence est nettement moindre, ce qui signale des contextes d'usage bien différents. On a aussi d'autres termes comme intelligence enfantine, qui se trouve assez haut, oui, bien sûr, qui est tout en rouge, tout en haut, où là, on a encore un contexte d'usage spécifique. C'est donc l'intelligence verbale est donc un terme attracteur pour désigner la notion d'intelligence durant les années 1920, mais en tenant compte de l'opposition entre verbale et motrice. Ce n'est pas juste l'intelligence verbale qui intéresse Piaget, mais il commence déjà à parler de cette opposition entre les deux types d'intelligence. On peut considérer donc que l'intelligence motrice va être un ancêtre de l'intelligence sensorimotrice et les interpréter selon la théorie piagétienne de l'époque en termes de reconstruction sur un plan nouveau. Parce qu'il s'agit de reconstruire les concepts. Et là, je vous donne une citation sortie du Concordancier, donc de l'œuvre de Piaget. La parole et l'explication, vers 5 ans, l'explication verbale ne vont pas aussi profond que la compréhension motrice. Par l'action, l'enfant a compris quelque chose, mais par la parole et la pensée pure, il n'a encore rien compris. Et là, la dissociation, c'est entre le plan verbal et le plan moteur. Haute citation, l'enfant sait déjà quelque chose correctement sur le plan moteur, mais il n'en a pas encore pris conscience sur le plan verbal, qui est une des origines pour la question du décalage. On voit donc que le concept d'intelligence est mouvant et il évolue au fur et à mesure de la recherche empirique. Piaget cherche à capter l'essentiel d'une notion complexe dans sa continuité entre le vivant et le psychologique. Le laboratoire permet d'accéder directement aux citations et vient montrer que la notion d'adaptation également, qu'on pouvait croire qui datait uniquement des années 30, est déjà présente dans les années 20. En 1924, il écrit « Nous appelons en effet intelligence verbale la fonction d'adaptation », donc on a cette même présence de l'adaptation, de l'enfant non pas à la réalité elle-même, mais aux mots et aux expressions entendues dans la bouche des adultes ou d'autres enfants. Toujours cette précision du langage piagétien.
Qu'est-ce qu'il en est, évidemment, des tests qui sont, je crois qu'ils étaient présents à un certain moment sur le graphique. Car une autre caractéristique de l'intelligence en psychologie est liée à la question de la mesure de l'intelligence par les tests, la création, bien sûr, du premier test par Binet en 1905, qui est l'échelle de l'intelligence. On sait, à partir des travaux classiques sur Piaget, de Ducret, Morelli, que lors de sa formation à Paris, Piaget fait passer à des enfants des tests d'intelligence, ceux de Burt et ceux de Binet, celui des frères, celui de la phrase absurde, des tests de raisonnement. Et c'est à partir de ce bassin qu'il va développer sa méthode clinique d'interrogation et de conversation avec l'enfant. On peut donc s'attendre à trouver une certaine présence des tests en lien avec la notion d'intelligence, surtout dans les années 1920. Dès les années 1930, en revanche, Piaget et les chercheurs qui l'entourent travaillent à réaliser des expériences avec ce qu'on appelle, mais c'est peut-être une appellation un peu postérieure, la notion d'épreuve, épreuve clinique, épreuve piagétienne. Une comparaison chronologique des tests avec les épreuves permet, encore une fois, de tester cette hypothèse, où on voit qu'en rouge, on a, à la fin des années 1910 et enfin, toute la décennie 1920, on a un usage très fort des tests, avec un pic vers 1924-25. Et alors que la notion d'épreuve, elle est un peu plus... Elle est déjà utilisée, mais ce n'est pas forcément le terme épreuve. Ça peut provenir de contre-épreuves dans les années 20. Là, il faut aller vérifier dans le concordancier. Tandis que, par la suite, les tests sont clairement abandonnés. On a là une illustration d'une certaine tension entre le qualitatif, entre l'approche quantitative utilisée dans les débuts et l'approche qualitative développée très vite à partir des années 1925 et surtout à partir des années 30. Là encore, la différence entre test et épreuve, on peut le mettre sur un réseau qui va nous montrer encore des résultats différents. La différence entre test et épreuve se mesure à la différence des contextes d'usage. Une partie des termes qui se trouvent au centre sont communs. Par exemple, les termes réussite, résultat, compréhension, question, moyen, sujet, ils sont communs aux deux mots test et épreuve. Et c'est très net avec les tests qui se rapprochent, en revanche, en termes de contexte d'usage, qui se raccrochent à 4 noms, Binet, Simon, Burt, ainsi que Rorschach. Oui, effectivement. Tandis que du côté des épreuves, on a affaire à la notion de conservation qui se trouve tout à gauche du graphique. Une plongée dans les citations montre que Piaget adopte une posture de prudence épistémologique et n'endosse pas vraiment la notion d'intelligence que les tests mesurent, comme le montre une citation de 24. Il écrit « Les tests gagneront en intérêt lorsqu'on saura à propos de chaque test laquelle on mesure des nombreuses fonctions dont est faite l'intelligence. » Donc, la posture de prudence épistémologique va suivre une posture de questionnement concernant l'intelligence verbale dans sa spécificité opposée donc à l'intelligence motrice. Et donc, un contraste se dessine avec les tests dès les années 20 qu'on va retrouver dans toute la question de l'opposition qualitatif-quantitatif. Piaget, par rapport à cela, va se poser dans une posture d'interrogation de la notion d'intelligence, suivant d'abord la tradition de la mesure pour penser l'intelligence à travers le langage articulé. Certains tests précoces, certains travaux précoces de Piaget, en 1922, font une comparaison systématique des tests et des épreuves piagétiennes. On a également la présence une prise de conscience de la limitation de la notion d'intelligence verbale à une certaine période, une périodisation dans le développement. Et à ce moment, on a également une présence de cette notion de fonction d'adaptation, dont on peut dire qu'elle va traverser toute l'œuvre en étant reliée à la notion d'intelligence. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est concernant l'origine de l'intelligence? Est-ce qu'elle est confondue avec le langage? Est-ce qu'elle est innée? Elle est acquise? Est-ce qu'il y aurait un tertium qui sera la solution piagétienne? Quels sont ses précurseurs? Ce qui nous amène à parler du moment 1936, la naissance de l'intelligence chez Piaget. Avec un focus sur l'intelligence motrice. Qu'est-ce qui se passe? On le sait, le texte de 1936, Naissance de l'intelligence chez l'enfant, porte sur l'étude des premières manifestations de l'intelligence sensorimotrice.
Il s'agit d'une longue enquête qui commence en 1925 et dont le recueil de données s'arrête en 1932, effectuée par Jean et Valentine Piaget sur leurs enfants à travers des milliers d'expériences. Il y en a 10 000 observations et expériences sur leurs 3 enfants. Les données de la recherche sont consignées dans des cahiers d'observation que l'on conserve au Centre Jean Piaget et dont les contenus ont été réorganisés par Piaget pour la rédaction des ouvrages qui aboutit à une trilogie, 3 ouvrages sur les compétences précoces, comme on dirait aujourd'hui, mais le terme compétence n'a pas cet usage chez Piaget, comme l'atteste le laboratoire, au fond. Nombre de sources montrent que, ensemble avec la construction du réel chez l'enfant, qui paraît en 1937, ces textes provoquent une révolution dans la compréhension du bébé et la manière de comprendre le bébé, enrichi non pas de compétences, comme je le disais, mais doté d'une organisation schématique et d'une activité interactive qui lui font à la fois construire le réel tout en élaborant ces outils de compréhension du monde. Et l'intelligence, c'est justement cette relation dialectique entre construction de soi et construction du monde. Il y a une forte unité du modèle piagétien. C'est une première forme, donc là, une première forme de constructivisme qui repose sur la modélisation de l'interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sujet et son environnement. Le bébé est doté d'une base d'organisation constituée notamment de réflexes et dépassé par l'intelligence. Il y a cette idée de dépassement que l'on va retrouver ailleurs. Elle est également, bien sûr, soutenue par l'action propre. Avec une idée fondamentale, c'est que l'enfant est constructeur de soi-même et du monde. Il y a vraiment cette idée dont, si on la comparait à l'intelligence artificielle, eh bien évidemment, on en est assez loin. Et il a toutes les cartes en main pour viser une autonomie. Aussi, l'intelligence apparaît-elle comme un dépassement du connu, comme une manière d'affronter l'inconnu. Une idée que l'on retrouvera chez Piaget dans ses travaux de philosophie de la biologie ou même dans sa conception de l'éducation. Au cœur de l'ouvrage de 1936 se trouve l'intelligence sensorimotrice, comme on l'a vu. Dans le nuage de mots, il y a une relation forte entre justement le mot pivot et l'adjectif sensorimotrice. Et qu'en est-il de la définition de l'intelligence ? En 1936, Piaget va considérer que l'intelligence, c'est l'adaptation. Donc il va, synthétiser, c'est plus seulement une fonction d'adaptation, c'est vraiment directement l'adaptation. Et là, bien sûr, quelque part, il sait de quoi il parle aussi pour obtenir un certain effet. Il y a une force dans cette expression. Le terme adaptation n'est pas très important dans le graphique. On le trouve, le graphique intelligence, on le trouve juste en dessous de pratique. Et le bébé vient au monde avec un certain héritage, les réflexes de grasping, de succion. Et lorsque l'enfant s'en empare, c'est là que commence le processus d'adaptation qui se trouve à l'origine des schèmes, qui sont les microstructures de l'action. Mais à l'origine, ces schèmes sont isolés, ils sont incoordonnés, et le développement va consister à les coordonner progressivement. Par exemple, la coordination entre la vision et l'appréhension. Et toute coordination donne lieu à une nouvelle réalité. Ça, c'est une des lois qu'on peut sortir de la pensée piagétienne. Dès que des choses se mettent ensemble, il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur et à l'extérieur. Réalité interne et externe. Les coordinations du bébé vont se complexifier et le monde se complexifie également. Il s'agit d'une co-construction. Je vais m'arrêter un peu sur 2 termes qui sont les fonctions. On avait la notion d'adaptation. La conséquence des coordinations fait état d'un processus unique. D'un point de vue interne, les coordinations rendent compte d'une organisation, l'aspect interne, tandis que les coordinations se traduisent aussi au niveau relationnel par l'adaptation. Donc les 2 fonctions suivent cette complémentarité. Un processus unique avec des coordinations internes et externes qui donnent lieu à des formes d'adaptation. L'organisation et l'adaptation sont donc des fonctions qui prennent leur origine au niveau biologique, mais qui se transforment au niveau psychologique et qui aboutissent, qui sont toujours présentes lorsqu'on fait du travail cognitif, même extrêmement abstrait.
elles sont entre elles dans une relation de complémentarité et le réseau d'adaptation va nous faire voir une présence justement de la notion d'organisation qui, sur la droite, se retrouve liée à un contexte d'usage particulièrement important. Dans le développement, l'intelligence joue ce rôle constructeur de nouvelles structures et de nouvelles connaissances. Au cœur de l'épistémologie et de la psychologie piagétienne se trouve le problème de la création de nouveautés qui va extrêmement résonner avec la notion d'intelligence. L'intelligence, donc, une adaptation. En tant que fonction de mise en relation entre le sujet et l'environnement, mais contrairement au schéma behavioriste qui va du stimulus vers la réponse, donc un schéma avec une dimension plutôt unidimensionnelle, l'intelligence chez Piaget, elle présente une bidirectionnalité. Elle va dans les deux sens. Elle sort et elle entre, avec deux processus qui sont l'assimilation et l'accommodation. Cette bidirectionnalité ou relation dialectique peut être rendue de manière graphique à travers un réseau de mots où on va comparer assimilation et accommodation. Alors je ne peux pas le faire là-dessus, mais si on cliquait sur accommodation ou sur assimilation, on verrait qu'il y a énormément, enfin tous les rayonnements, les termes qui rayonnent à partir de l'un et de l'autre vont être pratiquement semblables, ce qui signifie qu'on a des contextes d'usage qui sont très proches, sauf le contexte autour de schèmes avec les termes réciproques généralisatrices qui sont le type d'assimilation spécifique qui concerne la capacité à généraliser, l'assimilation récognitive concernant la mémoire, bien sûr, qui, eux, sont beaucoup plus proches de la notion d'assimilation. Donc là, il y aurait tout un travail de détail à faire pour mieux comprendre ces différents réseaux. Mais pour ce qui est de la définition de l'assimilation, l'intelligence va être assimilation dans la mesure où elle offre un cadre où prennent sens, où peuvent s'intégrer certaines connaissances, quitte à les déformer. Par exemple, un enfant qui voit un zèbre qu'il ne connaît pas va le ramener au cheval. Il y a une espèce de déformation du zèbre. Et l'assimilation, elle suit ce genre de formule. On va déformer l'inconnu pour le ramener au connu, ce qui signale un pôle d'activité. Il y a cette activité déformante de l'assimilation. Mais évidemment, si on passait le temps à déformer, ça ne serait pas suffisant. Il faut aussi que, c'est pour ça qu'il y ait un mécanisme complémentaire. L'accommodation, au contraire, va être complémentaire parce que les contenus, les aliments du schème vont manifester une différence trop forte. Le zèbre, qui n'est pas un cheval, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir créer une nouvelle catégorie pour le comprendre. Partant, l'accommodation répond à une formule inverse. On va modifier le connu, on va modifier l'intérieur, ce qu'on connaît depuis l'intérieur, pour intégrer l'inconnu. Et alors, il s'agit du pôle de la réceptivité. Une première synthèse concernant le moment 1936, entre l'organisation interne et l'adaptation interactive, on a le même processus, la même logique qui est à l'œuvre. L'organisation est inséparable de l'adaptation, et ça c'est une citation de Piaget. Les deux processus sont complémentaires et fonctionnent en miroir avec d'un côté une structuration du monde et de l'autre côté une structuration du sujet. La thèse forte, c'est que l'intelligence sensorimotrice et l'intelligence verbale fonctionnent toutes les deux par adaptation. Donc on a le même mécanisme fonctionnel qui prend en charge des formes d'intelligence dont les structures sont fondamentalement différentes. Ce qui montre qu'on a une unité profonde de l'intelligence qui est en développement, elle se transforme, et ça c'est une caractéristique typique de l'intelligence à la Piaget, l'intelligence humaine. Elle est organisée par des structures progressives en évolution qui suivent les mêmes processus. Cela amène certaines ruptures du modèle, et notamment du modèle de 36. Ces ruptures, on les voit face aux approches traditionnelles, loin d'être par exemple une faculté, ou loin d'être mesurable, ou loin d'être une aptitude pour Piaget, une aptitude statique. L'intelligence est avant tout un processus adaptatif, qui résulte de l'interaction entre le sujet et le contexte. Ce jeu d'interaction va garantir une adaptation progressive et efficace, éloignée d'un modèle de type behavioriste. L'étude de l'intelligence sensorimotrice montre que l'enfant n'est pas non plus
un simple récepteur passif. L'enfant n'est pas une éponge, il ne va pas absorber le monde, il ne va pas simplement copier la structure du monde. Et il est également acteur de son propre développement. Il construit activement des structures de pensée en interagissant avec le milieu, mais d'une manière très économique. Et là, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire avec des situations extrêmement limitées qui peuvent être généralisées et réutilisées intelligemment. Cela signe probablement une différence avec l'intelligence artificielle. Ces mécanismes, qui apparaissent dès les premières étapes du développement, restent à l'œuvre dans l'intelligence adulte, témoignant d'une unité fonctionnelle de l'intelligence à travers les âges et les niveaux d'abstraction. Enfin, cette définition piagétienne de l'intelligence entraîne une série de ruptures épistémologiques telles que le rejet de la notion de faculté innée, le rejet d'une intelligence uniquement captée par la mesure ou la remise en question de l'intelligence conçue de manière naïve. En refusant de réduire l'intelligence à une norme ou à une aptitude individuelle, Piaget propose une définition de l'intelligence qui n'est plus une quantité à évaluer, mais une dynamique évolutive et créatrice. Ce cadre théorique influencera durablement la psychologie du développement ainsi que l'épistémologie, ouvrant à une compréhension renouvelée des processus d'apprentissage et de structuration du savoir. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 40 ? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des transformations, il y a une évolution de cette notion d'intelligence et donc de cette pensée piagétienne. On va avoir affaire à une première grande synthèse, à quelque chose de nouveau, le rapport aux machines et à l'apparition de nouvelles formes d'intelligence. On va revenir sur notre schéma, sur notre chronologie sur l'intelligence, et où le pic de la notion d'intelligence dans les années 1940, entre 1944 et 1951, est attribuable à une série de publications qui comprend le premier ouvrage de synthèse de Piaget, celui que j'avais montré sur la psychologie de l'intelligence. Mais d'autres ouvrages vont contribuer à ce pic, par exemple la formation du symbole en 1945, où il est beaucoup de questions de langage et d'intelligence, où Piaget va travailler sur l'apparition de la fonction symbolique. D'abord, donc, il n'est plus seulement question d'intelligence. L'intelligence représentative va être un nouveau terme utilisé pour désigner ce qui auparavant était la notion d'intelligence verbale. Si on prend le réseau autour de représentative, on voit qu'on a un contexte qui est l'intelligence sur la gauche. On a d'autres contextes qui sont assez clairs. Il y a perceptif, sensorimotrice qui est très petit, mais également le contexte de pensée ainsi que tout ce qui concerne les théories de l'imitation. L'action du schématisme sensorimoteur va qui est constituée de mouvements. Ça, c'est aussi une spécificité de cette notion d'intelligence sensorimotrice. Et c'est pour ça que Piaget va y opposer l'intelligence représentative. C'est qu'on a une absence de représentation dans l'intelligence motrice, l'intelligence sensorimotrice, l'intelligence qui se passe de la représentation. La permanence de l'objet, par exemple, qui s'installe vers l'âge de 8 mois, ne suppose pas pour Piaget de représentation. C'est la thèse que l'intelligence sensorimotrice n'en a pas besoin et se passe d'un langage symbolique pour fonctionner. Et là, il pourrait évidemment y avoir des confusions. Ça sera la racine de la position de Piaget dans le débat avec Chomsky. Au cours des années 40, on a également un tournant formaliste où Piaget va de plus en plus s'engager dans le travail sur la logique. Il s'engage dans ce tournant formaliste en cherchant à codifier la logique naturelle par contraste avec les systèmes formels de la logique symbolique. D'où une montée en puissance de certains concepts, notamment relatifs à ce qui concerne les opérations de l'esprit et au premier chef la notion de réversibilité, la capacité à aller dans un sens ou dans l'autre, à compenser une opération directe par l'opération inverse, et ce qui est une des marques de cette nouvelle forme de l'intelligence baptisée intelligence opératoire. Alors là, on la trouve sur la gauche, elle est reliée, donc c'est toujours le réseau intelligence, elle est reliée en dessous du terme structure, elle est reliée également à l'intelligence. Cette expression, on le voit à travers d'autres graphes, elle commence à s'imposer
au début des années 40, donc à l'époque du tournant structuraliste, de l'explication structuraliste, et c'est la racine d'une nouvelle conception de l'intelligence, vous voyez, ça bouge, qui est envisagée alors moins au point de vue de la fonction d'adaptation qu'au point de vue de la structure opératoire. Piaget insiste sur la nécessité de reconstruire sur un plan nouveau, celui du langage, puis celui de la pensée opératoire, les notions qui étaient élaborées au plan sensorimoteur. Un des points de liaison est alors la notion d'équilibre, déjà présente dans les relations entre assimilation et accommodation, qui caractérisait l'acte d'intelligence. En 1947 a lieu quand même une première synthèse, même si elle participe du pic des années 40, mais on la voit donc dans l'ensemble du pic. Ce qui caractérise ce pic, c'est donc surtout un mélange des travaux qui sont nouveaux, donc sur le structuralisme. C'est également la fin d'un programme. Le programme des bébés, il se termine en 1945. Et une première synthèse qui montre la tentative d'intégration dans un modèle unifié du développement qui relie les différentes formes d'intelligence qui étaient étudiées jusqu'à présent. L'intelligence sensorimotrice, représentative et opératoire. Ainsi, dans les années 40, Piaget amorce un tournant majeur dans sa théorie de l'intelligence, cherchant à unifier les formes. Ce passage à une approche structuraliste repose sur l'idée que le développement cognitif s'organise en structures évolutives. L'intelligence représentative marque la transition entre l'action directe, motrice, et la manipulation mentale des symboles, tandis que l'intelligence opératoire introduit la réversibilité comme critère central du raisonnement. Le pic des années 40 témoigne ainsi de l'ambition d'unifier et de généraliser la théorie de l'intelligence, et en posant les bases d'une théorie générale du développement cognitif, Piaget va ouvrir la voie aux sciences cognitives et à l'étude des liens entre cognition, langage et logique. Il est aussi question d'intelligence artificielle, même si ce ne sont que les premiers pas à partir des années 1950. À la même époque, fin des années 40, une discipline nouvelle est en train d'émerger, la cybernétique, à laquelle Piaget va être sensible, car elle tente de simuler par des modèles théoriques et pratiques, par des machines, les capacités humaines telles que l'apprentissage et l'intelligence. C'est Norbert Wiener qui invente la notion de feedback, c'est l'homéostat d'Ashby, c'est également une rencontre de Piaget avec les machines simulant certains aspects du comportement. Cette rencontre va se refléter dans son œuvre. Le nuage de mots relatif à la cybernétique, si on prend le mot pivot cybernétique, eh bien, il va nous écarter, en fait, il semble nous écarter de l'intelligence en tant que forme d'adaptation. Et il fait apparaître une nouvelle terminologie, parce qu'on a des termes tels que modèle, direction, machine, information, automation, finalisme, circuit, système, c'est donc chez Piaget, c'est pas dans la cybernétique. Correction, précorrection, sens, régulation, autoguidage, et on pourrait resserrer le corpus, ce qui nous amènerait à des termes comme autorégulation, téléonomie, boucle, feedback et cerveau, par exemple. On a bien clairement changé de vocabulaire. Une chronologie de quelques termes montre leur développement en parallèle, les termes équilibration, typiques de Piaget, mais cybernétique et également autorégulation. Piaget, en réalité, va s'immerger dans la cybernétique. Il veut absolument comprendre au maximum ce qui se passe. En fréquentant ces milieux, il est frappé des nombreuses convergences entre les modèles cybernétiques et les structures de l'intelligence, au point qu'il énonce une loi d'isomorphisme, c'est-à-dire de mise en relation un par un, entre les structures nerveuses et celles de l'intelligence. Avec les travaux de McCulloch et Pitts sur les neurones, avec Ashby et son homéostat, avec Turing, dont il fait connaissance en 1952 et qu'il veut inviter à Genève, avec Bertalanffy, il y a un point commun, il entend finalement parler son propre langage. Et ça, c'est ce qu'il écrit dans ses textes. Ce que reflète une citation de 1953. Je vous la lis. Une autre convergence frappante entre les modèles cybernétiques et ce que nous enseigne l'analyse des structures tient en effet au rôle joué dans les deux par les processus d'équilibration. La solution d'un problème au moyen de cerveau-mécanismes, tels que par exemple ceux de l'homéostat d'Ashby, s'effectue grâce à une succession d'équilibration et de rééquilibration progressive, avec autocorrection des feedbacks
qui rappelle la manière dont travaille l'intelligence en évolution. D'abord par régulation large, puis de plus en plus circonscrite, et ensuite par opération de mieux en mieux équilibrée en fonction de toutes les transformations possibles du système. Il y a donc convergence des langages, et de la sorte, plusieurs notions qui ont été préparées durant les années 30 et 40 pour qualifier les processus de l'intelligence, par exemple régulation ou équilibre, vont être justement repensées, reprises sur un mode encore plus dynamique. La notion d'équilibration, le processus mobile d'équilibre d'une structure, qui aura un rôle si important dans les années 70 chez Piaget, va être considéré du fait d'en trouver des équivalents dans les modèles des machines cybernétiques. Ce sont là les ancêtres de l'intelligence artificielle auxquels Piaget a prêté une forte attention du fait de la rencontre théorique avec une discipline émergente de l'après-guerre mêlant système, biologie, machines et mathématiques. Je termine avec les années 60 parce que, on ne saurait épuiser la richesse fournie par les graphiques du laboratoire. On peut vraiment tester des centaines, des milliers d'hypothèses. C'est assez extraordinaire. Et le pic de la fin des années 60 répond à plusieurs aspects, et notamment au titre d'un ouvrage sur mémoire et intelligence. En parallèle, depuis 1955, Piaget a créé un centre d'épistémologie, et les recherches sur les processus cognitifs se développent autour de nombreux concepts tels que l'abstraction réfléchissante, l'équilibration, la contradiction, le possible et le nécessaire, etc. La notion d'intelligence, elle est retravaillée, encore une fois, elle est enrichie, toujours mouvante et vivante, et probablement elle va culminer avec le modèle de l'équilibration de 1975. Pour boucler la boucle, on peut le faire avec une citation de l'article de l'Express sur la naissance de l'intelligence chez l'enfant. À la question du journaliste « Qu'est-ce que c'est l'intelligence ?», Piaget répond « C'est la capacité d'adaptation à des situations nouvelles, c'est avant tout comprendre et inventer. » Nous revoilà sur l'idée d'intelligence comme invention, comme découverte et donc comme dépassement du connu, comme affrontement de l'inconnu. On peut, avec ça, faire une petite comparaison avec ce qui a été dit entre l'intelligence et l'humaine avant de conclure. Chez Piaget, l'intelligence, elle est adaptative et interactive. Elle n'existe pas sans la relation avec le milieu. Dans le sillage de Piaget, il y a eu des projets de fonder l'intelligence artificielle sur des interactions, et ces projets des années 60-80, peut-être un peu plus tard, ont été abandonnés sous l'influence des recherches sur les réseaux de neurones. Plusieurs différences apparaissent. Chez Piaget, l'intelligence est une fonction d'adaptation qui relève d'un processus et non pas une compétence. Dans le cas de l'IA, l'intelligence semble fonctionner dans ses résultats, du moins pour l'utilisateur. C'est là où il y a le moment d'intelligence qui se cristallise, on peut dire. Une autre différence est relative aux critères de constitution. Pour Piaget, une faible quantité d'expérience est suffisante pour produire des résultats chez l'humain, des résultats intelligents, dès les débuts des systèmes sensorimoteurs. Il y a également une forte économie du processus. Dans le cas de l'IA, l'entraînement et la quantité de données va être énorme. Enfin, au niveau des définitions, pour Piaget, l'intelligence est aussi une forme de résolution de problèmes qui se prolonge dans l'invention de nouveautés. Tandis que pour l'IA, comme le montre par exemple quelqu'un comme Yann LeCun, l'IA peut évidemment résoudre des problèmes non connus par l'utilisateur, ça c'est faisable, mais elle ne peut pas résoudre des problèmes inconnus d'elle-même, ce qui est central pour la capacité de l'intelligence humaine. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, comme on l'a montré dans cette brève excursion dans la pensée et la terminologie piagétienne à l'aide du laboratoire ENOP, Piaget innove sur plusieurs formes d'intelligence en opposition à des visions normatives, des visions plutôt mesurantes, voire naïves de la notion d'intelligence. Au point de vue de l'évolution de l'œuvre de Piaget, on a montré les différents focus sur des formes de l'intelligence unifiée, une première fois vers 1947, puis encore unifiée vers 1968, vers 1975, en fait, toujours remis sur le tapis. Quant au Centre international d'épistémologie génétique, qui voit le jour en 1955, il va encore donner lieu à une manière de repenser. Donc on a vraiment une pensée mouvante, ce n'est pas une pensée qu'on peut capturer sous une seule définition.
Il va donner lieu donc à de nombreux concepts attenants sur l'abstraction, l'équilibration. Pour ce qui est de l'IA, malgré une origine commune, elle adopte actuellement un processus qui semble inverse à celui de l'humain. Elle nécessite un entraînement colossal pour fonctionner, alors que chez l'humain, une très faible quantité d'expérience, comparativement, est nécessaire à la construction, à la généralisation de ces schémas. Quelque chose d'assez surprenant. Par ailleurs, la définition de l'intelligence dans les deux domaines ne coïncide que si l'on considère le point final. Les résultats face à un problème. Comme nous l'avons vu, les définitions de Piaget ne tiennent pas seulement compte du résultat final et ne définissent pas l'intelligence comme une compétence, mais comme le processus général de construction d'instruments pour justement exercer des actions en fonction du milieu. Et enfin, seule l'intelligence humaine affronte l'inconnu par l'invention et la découverte. Au final de ce voyage dans l'œuvre, à l'aide du laboratoire textométrique, qu'est-ce qu'on peut en retenir? L'intelligence, chez Piaget, semble être le reflet des transformations adaptatives de l'humain dans le double ordre de la connaissance du monde et de la structuration du sujet. Comme remarque finale, qu'est-ce qu'on peut dire sur le laboratoire ENOP? Il n'a pas pour vocation de remplacer l'œuvre, mais bien au contraire d'inciter à l'utiliser, à la lire ou la relire, en offrant des outils d'analyse et par-dessus tout, la possibilité d'un retour direct au texte. Enfin, comme on l'a vu, les outils fournis par le laboratoire permettent une approche plus scientifique de la pensée et de l'œuvre piagétienne. Nous espérons que cette communication a permis d'illustrer cette intention.